Bonjour les flammes. Alors bonjour les flammes, bonjour Monsieur Dao. Bonjour mademoiselle Sandra, tout va bien? Oui, vraiment très très bien. Alors on était un petit peu absents ces derniers temps parce qu'on a eu le grand bonheur d'organiser une retraite à la source de Ars sur le masculin féminin sacré C'était super beau. avec des personnes extraordinaires. Oui, merci à vous qui peut-être regardez cette vidéo qui était avec nous. C'était un moment donné de grande beauté, de grande grâce, partage, authenticité, transparence. C'était magnifique, merci. Lumière et bonheur. Alors, le prochain, ce sera au mois de mars, Oui, 7 et 8 mars. 7 et 8 mars, cette fois-ci, en plus c'est un sujet qui est très à propos pour la vidéo qu'on fait maintenant, c'est vraiment de l'ego à l'âme, de la peur à l'amour. Sujet extrêmement intéressant, je mettrai en bas, comme d'habitude, les références. Oui, les références. Alors, on commence? On commence. Quelle est la thématique aujourd'hui? C'est comment effectivement la flamme jumelle peut venir mettre en lumière spécifiquement et éventuellement, si on met un point de conscience là-dessus, si on travaille, si on pratique, point de conscience. Comment la flamme jumelle peut guérir les souffrances liées à la petite enfance. Donc c'est un sujet qui est fondamental évidemment, au cœur même de la flamme. C'est la flamme de la flamme. On peut dire que c'est je disais tout à l'heure, que c'est comme le scalpel qui vient ouvrir la blessure pour la guérir dans la relation, quoi. Parce que votre jumeau est par son essence même, sa présence même, ce qu'il incarne en fait, à travers les différents jeux de l'ego, dans un premier temps, ce qu'il incarne vient spécifiquement pousser, de manière presque cruelle, sur la blessure qui existe et qui demande à être purgée, épurée, purifiée, aimée et transmutée alchimiquement. Alors quelles sont ces blessures? Quelles sont ces souffrances? Alors ça nous a demandé beaucoup de courage de rentrer là, parce que c'est courage et humilité, parce que c'est vraiment comme un dévoilement, hein. C'est comme si on acceptait tous nos jeux de masques d'ego, quoi. Et de rentrer dedans et de commencer à décortiquer. C'est un peu le projet de la flamme, hein. C'est un peu la codification un petit peu de la relation. On va commencer, je vais commencer si tu veux. Avec joie. C'est pas facile d'exprimer ça, mais on va y aller. On va essayer. Alors, dans la petite enfance, on va parler de la relation à la maman. Alors, j'incarne le runner, toi, ça sera plutôt le chaser. Nous sommes après le shift, donc c'est beaucoup plus contrasté, on est plus dans l'androgynie, mais quand même avec des connotations, et ça peut revenir. Donc, en tant que runner, dans la petite enfance, ce qui va marquer la construction de l'ego, c'est vraiment le côté surprotecteur de la maman, voire intrusif au niveau émotionnel et affectif. La maman va venir à la rescousse de l'enfant dès la moindre chose, elle va même préméditer ses besoins avant que l'enfant lui-même ait pu goûter à ses besoins d'une certaine manière et pu construire son soi, enfin plutôt son moi à partir vraiment des impulsions internes. La mère va toujours venir à la rescousse, de telle sorte que la construction est très difficile et l'enfant va toujours demander donc à l'extérieur de lui les réponses sur qui il est, parce que la mère a pris toute la place d'une certaine manière. Ce qui va bâtir en fait une forme caméléon, dont on parlait il n'y a pas longtemps, de suradaptation dans la construction égoïque. C'est ce qui fait que l'enfant, au lieu d'avoir cette assise intérieure, il va toujours avoir l'assise sur l'extérieur. Il va devenir un maître de l'illusion. On appelle ça le faux self, mais c'est l'ego, hein, c'est la même chose. Un maître de l'illusion, autrement dit, pour recevoir un certain amour, il va essayer de répondre aux attentes émotionnelles et affectives de l'extérieur et pas être dans l'émanation naturelle de son affect qui est complètement mis de côté parce qu'il y a eu cette intrusion. Donc c'est assez difficile à en parler, je me rends compte que ça coûte une part de défense que cela crée justement d'être complètement adaptatif. Cette défense-là va être une souffrance énorme pour l'âme, c'est-à-dire pour le cœur qui ne sait plus se dire. Le runner n'a pas su construire ce pont vers ses besoins naturels, vers ses nécessités émotionnelles. Il va toujours être en adaptation avec les émotionnels des autres et être tout le temps répondant à une forme perfectionniste du besoin émotionnel et affectif. Ouais. Voilà ce que je peux en dire dans l'instant. C'est le sujet d'une
de 10 heures et d'heures et d'heures et d'heures de réflexion, mais c'est en gros, assez rapidement et succinctement, le profil qui se bâtit sur cette intrusion de la mère. Alors, il est évident que quand il y a un travail sur soi, c'est une réflexion, une conscientisation, mais aussi également beaucoup, beaucoup de pratiques. Évidemment. Alors, en ce qui concerne le plan du chaser, puisque toi tu viens d'exprimer comment le runner vit sa petite enfance, ou une partie, une parcelle, en tous les cas. Une expression comme ça. En résonance et en parallélisme, voire complémentarité, si toi ta maman est plutôt intrusive, Oui, va venir te pénétrer quelque part. Oui, c'est ça. De mon côté, le yang a commencé à se révéler, s'activer, et c'est exactement ce que le chaser vient expérimenter, comme c'est exactement ce que le runner vient expérimenter. Donc en cela, nous remercions en fait nos lignées maternelles respectives. Bien sûr, il y a un grand merci caché derrière tout ça. Alors j'ai dit lignée maternelle parce qu'il y a un lien à la mère, ou en tous les cas à la représentation féminine dans votre vie. Ça peut aussi être la grand-mère ou une tante, une sœur, si vous avez été élevé par votre grand-mère, votre tante ou une sœur plus âgée. Très important de mentionner cela. Alors pour le yang chaser de la petite enfance, je dirais que la représentation maternelle, elle est affairée à l'extérieur. Elle est préoccupée par, je dirais, ce qu'elle doit faire, ce qu'elle doit mettre en place sur le plan matériel. Donc elle n'est pas nécessairement présente, elle n'est pas comme pour le runner intrusive, mais au contraire il y a une forme de distance en fait, à la fois sur le plan physique, et on le verra dans un deuxième point, à la fois sur le plan émotionnel. Donc sur le plan physique, ce sont souvent des représentations de mères qui vont être très affairées à l'extérieur, et pas nécessairement démonstrative ou intrusive envers l'enfant. La préoccupation va être dans la société, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut organiser autour de l'enfant, ce qu'il faut peut-être prévoir financièrement pour l'avenir de l'enfant. Donc ce sont des personnes, des relations à la mère qui sont beaucoup plus distantes de manière générale. Donc du coup, qui va progressivement inciter l'enfant, inciter le futur chaser à devenir beaucoup plus yang. C'est-à-dire que le modèle est beaucoup plus dans le faire que dans l'être. Affairer, à coordonner, à organiser, à faire en sorte que le plan matériel, d'ailleurs les parents du chaser ont souvent une bonne relation, entre guillemets, à la finance. Donc c'est-à-dire l'enfant ne manquera de rien financièrement, ne manquera de rien sur le plan physique, matériel. Ce que j'aurais à dire pour ce premier point en résonance. C'est extrêmement fin. On voit qu'il y a une différence quand même. Une grande différence. C'est prégnant. Ce que j'aime bien, c'est qu'il y a vraiment cette dimension. Comme il y a une intrusion pour le runner, c'est donc une yinification qui va justifier tout à fait la place du runner. Et pour le chaser, justement, la surcompensation yang du coup de l'enfant. Oui. C'est-à-dire, c'est pas que l'enfant il est livré à lui-même. Mais cependant, très rapidement, on va lui demander de devenir un adulte avant l'âge. Donc là, on est toujours sur ce plan matériel et physique. Peut-être aborder maintenant le deuxième point, qui est davantage dans l'affectif et l'émotionnel. Alors moi, j'ai un peu parlé de l'émotionnel. Pour le runner, j'ai déjà parlé que c'était difficile pour la construction parce qu'il y a une suradaptation. C'est vrai que c'est quand même lié à l'extérieur, dans le placement. Maintenant, on peut parler, dans le deuxième point qu'on a vraiment, que j'ai pu trouver, mais qu'on a aussi remarqué, c'est la dimension lunatique de la mère, c'est-à-dire le yo-yo émotionnel et affectif. Non seulement l'enfant se suradapte, le runner va se suradapter, mais en même temps, il va devoir être d'une fluidité folle, parce que justement la mère peut avoir des hauts et des bas assez importants et des comportements qui sont complètement incompréhensibles et insécurisants et affectivement et émotionnellement pour l'enfant. Il y a une insécurité totale qui était déjà surcompensée par une dimension caméléon suradaptative, mais au niveau affectif, c'est encore une poussée vers la construction d'un ego d'adaptation hors norme. Il n'y a plus du tout d'assise intérieure à ce niveau-là.
c'est toujours bâtir quelque chose qui soit pluggable sur ce qui se passe. C'est extrêmement difficile. Ce qui fait que se crée à l'intérieur une scission très difficile à négocier pour ce qui deviendra le runner dans la relation de flamme, c'est-à-dire un masque d'adaptation et une inconnaissance de soi, mais considérable. Une inconnaissance de soi dans le relationnel et qui paradoxalement le propulse dans une forme de fuite spirituelle. J'appelle ça la fuite spirituelle, c'est-à-dire chercher au-delà donc de cet appui qui n'existe plus à l'intérieur, dans les concepts, dans l'invisible, dans l'imaginaire, voilà, qui n'est pas encore imaginal, qui n'est pas encore cette véritable reliance avec de la profondeur vers les hauteurs, mais qui est vraiment une fuite donc artistique, on pourrait dire, hein, ça va commencer à bâtir les normes artistiques du runner, une vraie fuite dans autre chose que le réel qui est très difficile à surcompenser sans cesse, comme ça, dans lequel il ne sait pas où il existe dans le réel. Donc voilà pour cette dimension yo-yo de l'affect qui ne tient pas et qui demande vraiment une fluidité extrême et qui n'est pas du tout une connaissance de soi et qui est une adaptation et qui va encore jouer donc de cette dimension un peu séductive, c'est-à-dire que pour survivre dans le réel, c'est toujours être le moule qui convient aux attentes des autres, le moule qui convient aux besoins extériorisés, de l'extérieur vers l'intérieur du runner. Voilà pour cette dimension, si j'ai réussi à exprimer un peu. Mais c'est très beau de voir aussi comment tu parles avec tes mains avec fluidité, et ça on pourra justement, ça illustre parfaitement nos propos, cette grande fluidité, ces grands mouvements même du corps dans ta créativité. Le chaser il est un petit peu plus rigide, d'ailleurs même si je suis ex-chaser, il reste beaucoup de filtres à ce niveau-là et de polarité à travailler. Le chaser il est davantage ancré. Donc il va être dans une rigueur qui est beaucoup plus carrée, qui est beaucoup moins fluide. Et ça notamment, c'est dans la relation à la mère ou la figure maternelle dont je parlais tout à l'heure, extrêmement prégnant, pour reprendre ton expression. Donc ça veut dire que au niveau affectif, émotionnel, la figure maternelle est dans une rigueur, dans une distance. Alors ce n'est pas qu'il y a un manque d'amour, nécessairement, pas du tout, mais on est plus dans une forme de retraite pudique. Hein, c'est-à-dire que la maman n'a pas appris à être dans une effusion, une démonstration affective. Par contre, elle va le démontrer sur le plan, encore une fois, de la matière. Donc, s'assurer que l'enfant a bien tout ce qu'il faut au niveau vestimentaire, que l'enfant a bien tout ce qu'il faut au niveau de la nourriture, a bien un toit. Et donc la maman va beaucoup s'affairer, comme je le disais, va passer beaucoup de temps et d'énergie à coordonner tout un univers, donc physique, tangible autour de l'enfant. Mais pas nécessairement démontrer un affect particulier. Ça peut être aussi parce que la maman est éloignée professionnellement, elle peut être malade. En tous les cas, il y a une absence, il y a un manque au niveau émotionnel et affectif pour différentes raisons que l'univers a parfaitement planifié, puisque la réactivation de ces blessures-là, par rapport à ce que l'âme une doit expérimenter, est parfaite. Magnifique. Donc encore une fois, un grand merci à nos mamans. Oui, un grand merci. Un grand merci à nos mamans à ce niveau-là. Oui. Alors, la mère, et d'ailleurs les parents de manière générale, et la mère en particulier, aiment que l'enfant soit adapté à la société, parce qu'elle pense que c'est le bien pour l'enfant. Donc, elle va lui inculquer très tôt, et avec rigueur et parfois même rigidité, les règles de la société, qui est une forme de contrôle. Donc, très rapidement, l'enfant va être congratulé, c'est-à-dire avoir comme des marques d'affection lorsque l'enfant finalement respecte ces règles-là, ces règles plus carrées. Vous voyez? Donc très rapidement, l'enfant devenir chaser, donc l'enfant va se yangiser, à la fois dans le faire, s'affairer à faire, à coordonner, à être dans une action juste du point de vue des règles de la maman. Encore une fois, c'est souvent des règles sociétales, une moralité sociétale. Donc cet enfant qui recherche désespérément cet amour, cet affect, cette dimension émotionnelle, eh bien va la rechercher à l'extérieur de lui. Il est en quête, puissamment et intensément en quête de cet affect, puisqu'il ne le ressent pas, c'est une perception.
c'est sa propre sensibilité, bien sûr. Comme on vient de le dire, c'est prévu comme ça. Cette réactivation est prévue. Donc ce sont toujours des perceptions. Ça ne veut pas dire que la maman ne donne pas cet amour, mais la manière dont elle traduit et elle donne cet amour est spécifiquement chez le yang sur le plan matériel et la congratulation du mental, de la réalisation par le mental également. Donc c'est-à-dire qu'on va beaucoup adapter, on va beaucoup parler à table par exemple ou dans d'autres circonstances dans la relation à la mère de concepts mentaux, intellectuels. Ou alors on va plutôt travailler sur un bricolage par exemple. Donc c'est toujours la matière et le mental. Très peu cette dimension affective. Donc l'enfant finalement pour répondre selon ses perceptions à la demande de la mère recherchant son affect, eh bien va s'astreindre à ces règles. Et donc tout ce côté spontané, tout ce côté je dirais créatif également, tout cet enfant intérieur va petit à petit être étouffé au cours de son éducation, de son évolution, de la petite enfance à l'enfance et puis jusqu'à l'âge adulte évidemment avec les filtres et les paramètres du yang, du chaser que l'on a déjà décrit dans d'autres vidéos. Donc voilà pour ce qui est de ce point 2. Donc vraiment étouffement, je dirais, de tout l'axe artistique, créatif, spontanéité. La dimension de l'enfant intérieur, c'est ça qui est... Dimension de l'enfant intérieur, vraiment ce mouvement de vie finalement. Et revenir vers une forme de rigidité, de rigueur, qui selon le point de vue de la sensibilité de l'enfant yang est ce qui lui est demandé. Magnifique, merci beaucoup pour cette expression limpide. Et c'est beau de voir aussi dans la relation à nos mères comment on est dans des oppositions. Ouais. Premier point, ta maman intrusive, la mienne ou la relation à la figure maternelle. Maman étant très malade quand j'étais petite, comme j'ai eu l'occasion de le dire dans une conférence TEDx, était très absente, relais par ma grand-mère. Et donc du coup, cette invitation en tous les cas à être toujours très sage, à avoir des bons résultats à l'école, à finalement me conformer aux attentes des adultes. Devenir adulte très vite. Devenir adulte très vite et ne pas laisser vraiment le mouvement à la créativité, à l'impulsion de vie de l'enfant intérieur qui a envie d'explorer, qui a envie de créativité. Donc toujours laisser une maison bien propre, bien rangée. Laisser les parents, les grands-parents travailler pour amener de l'argent à la maison. Donc voilà, des règles assez basées sur la vision de la société en tous les cas. Très intéressant, merci beaucoup pour ces éclaircies. On va aborder maintenant un troisième point, le fameux troisième point. Eh bien, pour ceux qui sont dans un processus de flamme, vous êtes certainement renseignés déjà sur ça, c'est vraiment la blessure fondamentale là pour le coup. Tout ça va activer dans l'enfance la blessure fondamentale qui va ensuite venir se résoudre dans la flamme jumelle. Et donc je vais parler pour ma part, puisque c'est en tant que runner que j'ai majoritairement vécu ma vie. Je vais parler donc de la blessure du rejet. Et si on observe les mécanismes qu'on vient d'ouvrir maintenant, on comprend très bien que tout ceci va effectivement se fonder sur un rejet. Je vais essayer d'exprimer ça d'un point de vue intérieur. Si un être s'adapte sans cesse à l'extérieur, il va donc bâtir quelque chose dans lequel il va sans cesse rejeter ses impulsions naturelles de l'intérieur au profit d'un criblage, d'un filtre précis. Ici, comme le runner ne peut pas rencontrer son intériorité pure, et qu'il va quand même avoir des flashs intérieurs de cela, des réponses aussi spontanées, on se rend compte quand même que plus le temps passe, plus les deux blessures qui semblent si différentes sont extrêmement proches dans la construction, en tout cas très complémentaires. C'est ce que je ressens vraiment de plus en plus. Exprimé différemment, mais on ressent la même répression de l'âme, de la spontanéité, au détriment et au profit d'autre chose qui est plutôt extérieure. Ici, dans le rejet, dans cette hyper-adaptation, on est forcément dans un rejet. On a bâti quelque chose et ce rejet de notre naturalité amène à un conflit. C'est ce conflit intérieur qui est source d'une souffrance incomparable.
le runner n'existant que dans la suradaptation et le côté très fluide, très caméléon séducteur, comme tu disais, charmeur, très toujours, c'est pour lui la seule manière, telle qu'il a cru l'apprendre, d'être aimé. Tu complimentes beaucoup, par exemple. Voilà, il va y avoir du compliment, il va y avoir une sorte de sécurisation, toujours de savoir est-ce que je suis conforme à ce que l'extérieur attend de moi tout le temps. Besoin des autres. Voilà. Et une sorte de répression du naturel de l'âme qui peut être complètement en désaccord avec ce que l'extérieur dit. Et une incapacité, et ça a été pendant des années mon problème, une incapacité à savoir qui on est. Qui suis-je ? Je suis donc hyper adaptatif, donc je peux répondre tout à fait aux attentes, par exemple, de la PNL, par exemple, qui est pense d'une certaine manière, adapte-toi d'une certaine manière, tu es ça. Qui suis-je malgré tout, cette question qui est lancinante, qui apparaît dans les rêves, dans les représentations un peu archétypales, dans des moments de colère qui sortent de ce contrôle de perfection, de cette espèce de masque-là. Qui suis-je fondamentalement au-delà de toutes ces choses-là, en étant incapable, puisque totalement adapté, en étant incapable de donner de la place justement, parce que à la place, je veux dire, à cette intériorité qui veut se dire, parce que ça veut dire nécessairement qu'on va déplaire à certaines personnes, qu'on ne va pas être on ne va pas répondre à ce masque qu'on a déjà bâti de prime abord, et qui va s'écrouler dès l'instant où l'âme va se dire. Et l'âme va se dire de toute façon, parce que l'âme elle va avoir besoin d'être dite dans un moment que ce soit de colère parce que toute la structure ne convient pas à la vraie profondeur, ou alors dans une joie extrême, dans un moment donné où les gens sont... où normalement on doit être triste, une joie extrême parce qu'elle va être en compte... Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est des choses qui sont bien trop personnelles, mais des moments de joie dans un moment inadapté à la joie, par exemple. Donc, ce qu'on va voir, c'est que dans les forces internes, la problématique, c'est le rejet qui va être activé par le yang du chaser dans le runner. Ça va être cette habitude à se rejeter soi, ne va plus être tolérable par le chaser, le chaser demande une authenticité. Ça, c'est vraiment très particulier. Mais si, je suis authentique, je suis en train de te sourire, je suis joyeux. Non, qu'est-ce que tu ressens vraiment ? Mais non, tu vois bien, je suis authentique. Et ça va être des détours infinis, tu connais bien le truc. Qui peuvent durer des heures. Voilà, avec une patience infinie du chaser, merci. Des détours infinis parce que le chaser, dans son besoin de rectitude, qui est excessif, mais qui est nécessaire dans ce que le runner va avoir besoin d'intégrer, dans son besoin de rectitude, le chaser va demander au runner d'aller interroger sa vérité. Ce qui est extrêmement difficile, qui est la source du plus grand dévoilement possible, ce qui est d'une difficulté pour le runner qui est folle. Il s'est tellement adapté qu'il voudrait même s'adapter à la demande du chaser. Mais le chaser ne demande pas une adaptation, parce que le chaser est porteur de la même âme. Il ne demande pas du tout. Il demande la vérité qui est sous-jacente, profonde. Et donc, ce que la flamme jumelle va demander au runner, c'est de traverser cette forêt de souffrance, justement, de tous ces compromis qu'il a fait, d'accepter tout ça, qui va ensuite remonter, bien sûr, et dans son travail intérieur. Il va être extrêmement difficile de voir toutes ces adaptations qu'il a fait à sa propre mère, qu'il a fait ensuite à tous les gens, etc., à toutes les personnes qu'il a rencontrées, aux situations. Ça va demander une grande humilité, parfois une autre forme de rejet ou de fuite qui va créer chez la blessure d'abandon chez le chaser, parce que c'est extrêmement difficile d'accueillir ça. Donc, ce rejet qui passe d'abord par un rejet de sa propre intériorité chez le runner, va être donc emphasé, exprimé d'une manière plus dense à travers la relation avec sa moitié divine chez le chaser, et va apparaître à un moment donné comme la blessure fondamentale. C'est-à-dire, tu t'es rejeté, tu as rejeté ta propre nature au profit des autres, et tu as bâti une forme de colère là-dessus. Il va falloir nettoyer toute cette matière extrêmement difficile à avoir en face, c'est-à-dire ce faux ego qui s'est bâti à la surface, qui n'est pas toi. Et il va falloir que tu trouves en toi ta force, dans ton cœur, dans ton âme, et accepter tous ces compromis que tu as faits. Tous ces masques. Tous ces masques. Toute cette souffrance-là vient de cette distance.
Voilà, j'ai essayé d'exprimer, c'est très difficile d'exprimer parce que c'est vraiment une intériorité et pour le runner c'est un exercice très dur, donc ça va un peu par des circonvolutions comme ça a besoin de cette fluidité parce que la sensibilité est grande aussi dans la profondeur et que cette profondeur n'ayant jamais pu être dite par suradaptation, le travail est d'autant plus difficile. Voilà. J'ai essayé d'exprimer un peu ça. Son ancrage dans le plan de la matière, dans le plan, on va dire, ce qu'on appelle la réalité, même s'il existe plusieurs niveaux de réalité, le chaser demande ou invite en tous les cas son runner à s'ancrer également dans sa vérité profonde, c'est-à-dire aller au-delà de ses masques, au-delà de ce qu'on peut appeler aussi le faux self. Voilà. C'est démasquer le faux self pour aller vraiment construire et aller rechercher et laisser émerger sa personnalité profonde, plus stable, puisqu'elle est profonde et qu'elle est éternelle. Et oui, et ce qui est intéressant, et là on voit une chose, après tu pourras parler paisiblement des blessures du chaser. Paisiblement. Ouais, enfin, comme tu veux. Je peux pas m'exciter. Si, tu peux t'exciter si tu veux. Non, mais c'est juste que moi je suis dans l'excitation justement. Ce qu'on peut se rendre compte, c'est que. C'est assez prégnant. Ça va loin. Ça va loin. Je vais te laisser parler, je viendrai à cette conclusion après. Ouais. La sensibilité du yin. Ouais. Alors moi j'aime beaucoup ce qui vient de se passer parce que Dao me dit mais tu vas parler paisiblement et dans sa rigueur, voire parfois rigidité, la polarité chaser va finalement se dire mais personne ne peut dire au chaser ce qu'il a à faire. Donc le chaser il a développé une telle personnalité mais très, très stricte et rigide comme ça, très stable, dans une forme de quête de perfectionnisme. C'est-à-dire qu'il va avoir l'impression dans cette quête finalement de toujours développer son mental, également son plan de réalité, sa planification aussi intérieure. Il peut avoir l'impression que personne ne peut lui dire ce qu'il a à faire. Oui. Donc c'est pour ça que ça m'a fait. Mais c'est pour ça aussi, du coup, cette rigidité-là est très dure pour le runner. C'est pour ça que là, je l'ai même vécu là. C'est bien que ce soit exprimé en direct. Ouais. Parce que ce qui est demandé, c'est de ne plus bâtir une personnalité. C'est pas la construction d'un ego, c'est de trouver une spontanéité de l'être, une véritable naturalité. C'est plus la construction d'un ego. Il n'est plus question pour le runner qui sait très bien que le faux self l'a dominé toute sa vie. Il ne peut plus rentrer dans une autre nouvelle construction. Il peut être que dans une instantanéité de l'âme. Autrement dit, une spontanéité pure. Et se jouent les frictions justement sur ces deux spontanéités qui se recherchent chez les deux parties, oui. et qui constamment frottent parce qu'il y a toujours cette remontée des substrats du rejet, et tu parleras de ta blessure, qui se frottent. En fait, et là on peut voir, et c'est très beau, ce sont des perceptions. Voilà, ces perceptions-là et ces frottements-là. Ouais. Sur des sensibilités respectives. Ouais. La grande sensibilité du chaser, sa grande blessure primordiale et fondamentale, donc vous comprenez que la blessure respective, c'est la séparation. Voilà, c'est ça. La séparation originelle on le voit, là. De l'âme, en fait, en deux polarités, dans le monde de la dualité. Cette séparation va s'exprimer sous forme de rejet pour la sensibilité yin, à travers tous les paramètres de vie qui vont lui demander d'être transmutés. Et pour la polarité yang, c'est la blessure fondamentale de l'abandon. Puisque dans la relation parentale, mais principalement maternelle, il y a cette impression de n'exister qu'à travers la performance. C'est-à-dire qu'à travers les performances et perfections mentales, intellectuelles, ou la sphère sur le plan physique, la matière, subvenir aux besoins sur le plan physique, l'importance du corps, l'importance de la matérialité dont on parlait. Et donc la quête fondamentale du chaser va être l'amour, la recherche de l'affect, de l'émotion primordiale qui n'est pas la peur, puisqu'il a vécu dans la peur d'être abandonné, puisque la figure maternelle ne donnait pas nécessairement l'affect, elle le donnait sous une autre forme, par pudeur. Mais donc, quand le chaser rencontre cette émotion, mais qui l'envahit, puisqu'il est porteur de mémoire, qui envahit vraiment tout son être, tout son cœur, quand il ressent cette émotion primordiale, non pas la peur, mais l'amour, pour un être
qui est son runner ici en l'occurrence. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il est toujours dans cette quête de réalisation sur le plan physique et intellectuel. Donc il a vraiment ce mouvement de recherche, c'est un chercheur de vérité, c'est un képri, mais la vérité aussi de l'amour fusionnel, fondamental. Donc il va être vraiment penché sur ce runner. Donc toutes ces difficultés, évidemment, le runner qui ressent comme la mère une invasion, eh bien dès qu'il est aussi lui-même en amour, il ressent que son chaser quelque part est penché sur lui comme sa mère. Donc c'est la même blessure pour lui. C'est la même blessure. Donc il va fuir, ce qui vient activer, parce qu'il a peur du rejet, lui aussi ressent cet amour. Donc il a peur du rejet. Et finalement, en partant, eh bien, il vient réactiver la blessure originelle du chaser, qui est l'abandon. Fondamentalement, l'abandon. Blessure de l'abandon. Donc voilà, ça je crois que c'était vraiment important de comprendre comment la même scission, la même séparation, la même blessure peut être traduite en fonction des filtres respectifs. Oui, je trouve. Il me vient une chose spontanément, c'est que ces blessures-là, que ce soit le rejet ou l'abandon, sont manifestement des rejets intérieurs. Le runner va se rejeter sa spontanéité et le chaser va s'abandonner. Il va s'abandonner pour répondre à des carcans. Et très honnêtement, en allant dans la finesse, donc comme il y a des dimensions polarisées quand même dans la flamme jumelle, en allant dans la finesse, on sent quand même que ça reste un rejet, un abandon de la vraie voix intime. Et ce que la relation de flamme jumelle vient nous demander, c'est de surtout pas nous rejeter ou nous abandonner. En traitant, en appuyant chirurgicalement sur les points, les zones, systématiquement, si une attitude involontaire du chaser envers le runner ou du runner envers le chaser vient travailler une matière particulière à l'intérieur, c'est une occasion en or de la guérir. C'est une occasion en or de venir tout... Ok. Il y a même cette position qui commence à s'installer de plus en plus dans la relation de flamme à un certain niveau, c'est ok, là c'est venu toucher quelque chose et on peut le traiter presque en temps réel, tellement c'est chirurgical, tellement à cet endroit je me suis bien rejeté, ça a créé chez le chaser un sentiment d'abandon, etc. Toutes ces espèces d'amalgames et de co-résolution sont un laboratoire presque infini d'alchimie interne magnifique, quoi. Magnifique. Donc la relation à la flamme va vraiment mettre en lumière spécifiquement ce que chacun des deux jumeaux est invité à guérir à travers la relation, mais par soi-même et pour soi-même. C'est conscientiser, décortiquer tous ces mécanismes, ces relations à la petite enfance, ces quêtes en fait, ces quêtes d'absolu. Parce que dans les deux cas, nous sommes entrés dans une forme de perfection, toi d'hyper-adaptation, oui. Et moi quelque part... je dirais une quête de perfection à travers le travail, à travers la matière, d'une certaine façon. De maîtrise. Et c'est vraiment pas dans l'accueil de la perfection du soi. Non. À chaque fois, c'est quelque chose qui est donc à la construction égoïque, quoi, de l'ego, du masque, quoi, social. Donc presque une perfection dans la réalisation du faire et donc de la matérialité à travers tous les accomplissements, les diplômes, les études, le mental, la création d'entreprises, etc. Une très belle maîtrise à ce niveau-là professionnel. Et toi, c'est une perfection dans l'hyper-adaptation aux circonstances de vie. Ouais, c'est ça. Mais dans les deux cas de figure, on est là dans des égos. Eh oui. On est là dans des petits moi, le petit polarisés dans différents endroits, mais c'est effectivement des égos. Et c'est ce que la flamme jumelle vient régler, c'est le cadeau. Ouais. C'est un des nombreux cadeaux. Donc quelque part, le challenge, je vais peut-être répéter le challenge quelque part, ce qu'on est amené à transmuter, ce qu'on est amené à guérir. Donc principalement, c'est ce côté du faire. Pour le chaser, c'est assouplir le carré du faire dans la matière, selon les règles de la société, mais davantage être dans l'être-té. Donc prendre du temps finalement pour laisser son enfant intérieur, sa joie, sa créativité, sa rondeur, son écoute, émerger, rayonner et quelque part se manifester. Oui, et merci, c'est parfait. Pour le runner, c'est donc l'authenticité. C'est le vrai ancrage dans le soi qui tend à se faire connaître très fortement dans la relation de flamme et l'expression libre donc de cette authenticité ancrée dans l'être. Et pour la blessure fondamentale, le chaser est vraiment invité
à s'octroyer, à se nourrir d'amour en fait. C'est entrer dans cette dimension, non pas de dépendance affective penchée sur les autres pour aller chercher l'affect, cette quête d'amour extérieur, mais c'est vraiment revenir, guérir, soigner, nourrir l'enfant intérieur et se remplir d'amour de soi dans le cœur. Et c'est ça, c'est donc une yinification, exactement, une intériorisation, et le runner est amené à partir de cette intériorité, d'offrir son vrai soi, d'offrir donc vers l'extérieur, de se dire en fait finalement à l'extérieur, de se dire sur le plan manifesté. dans sa vraie nature. Ouais, je pense on touche là une belle résolution. Je pense que pour aujourd'hui c'est suffisant. On a bien décortiqué. Qu'est-ce que tu en penses, Cher Chaser? Moi, j'ai encore plein de choses à dire. Ah, c'est vrai. Peut-être quelque chose qui me vient comme ça, si je peux, à l'esprit. Mais c'est justement le chaser, il vient aider le runner en pouvant détecter ses talents profonds, parce que d'âme à âme, cela se sait. Donc le chaser, il voit derrière tous les masques de l'ego et du faux self, il voit la splendeur en fait de son jumeau. Et il va vraiment l'aider à la manifester, à la yangiser en fait. Oui, et donc du coup les cadeaux du runner, si je réponds en dialogue, c'est l'espace non fonctionnel dans la vie. Ouais. L'espace où il n'y a pas d'objectif particulier. L'espace où on se laisse émerveiller. Une balade à la forêt, regarder, jouer avec un animal, et qui ne fait pas partie de l'agenda. Une sorte de fluidification, un espace pour la rêverie. Voilà, si je puis, un espace pour qui n'est pas fonctionnel. Je ne sais pas si c'est très clair. Mais... Alors oui, parce que le chaser, il est invité à se laisser, en fait, se laisser connecter par ce talent-là de son runner, ce talent à la légèreté, à être ou à faire des choses sans objectif particulier, sans rentabilité, sans accomplissement particulier, autre que celui de laisser l'enfant intérieur en fait se dire, émerger, rayonner. Donc en fait, autant le chaser dans sa rigueur demande son ancrage, demande et invite son runner finalement à reconnecter avec sa vérité intérieure, autant de mon point de vue, dis-moi si c'est correct, le runner il vient vraiment demander en fait, dans sa fluidité, il vient demander et invite le chaser à ressentir ses émotions. Oui, c'est ça. Également. Et à les laisser se fluidifier. Tant dans une joie plus extrême que peut-être dans une colère. Parce que souvent, le chaser, il va être il cadenasse en fait ses émotions. Contrôle en fait. Il les comprend bien. Il comprend bien ses émotions, mais il les cadenasse. Parce que ça ne se fait pas dans la société d'exprimer trop ses émotions, vous voyez. Donc le runner avec sa grande fluidité, parfois son effet yo-yo dans les émotions, il invite vraiment le runner à venir explorer et exprimer ses émotions. Tandis que le chaser va inviter le runner à exprimer sa vérité. Son authenticité, d'être toujours en fait ancré dans son cœur, dans son âme. C'est le plus grand cadeau possible en fait. Je précise que là, il n'y a pas plus grand cadeau. La relation de flamme à titre intérieur m'a totalement amené à tout le temps être dans le cœur et de totalement prendre cette responsabilité quand ça va ailleurs, quoi, et de toujours ramener la conscience dans le cœur. C'est le cadeau magnifique, quoi. Ouais, il y en a beaucoup d'autres. Oui, je pense que ça c'est le Graal, quoi, l'immense cadeau, quoi. Ouais. Là vraiment à ce niveau-là pour le relationnel, quoi, pour se permettre enfin d'exister et pas seulement être un parfait adapté, quoi. Ouais. Parfait. Moi, je suis heureuse comme ça avec ce qu'on a dit aujourd'hui. Oui, c'est bien. On espère que vous êtes heureux, que ça vous a nourri également. Très bien. On va aller se promener parce qu'il y a du soleil. C'est l'heure. Et que l'enfant intérieur s'exprime. Et on a reçu aussi des livres, on va lire un petit peu. On a reçu des livres pour notre Saint-Valentin qu'on a commandé, alors on est tout contents. Non. Allez, on vous embrasse les flammes. Tout le beau sur votre chemin, merci. Bisous.